Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre magazine Éco-Débat. En crise depuis près de 2 décennies, l'enseignement supérieur en Afrique cherche à se réinventer, mais surtout à s'adapter aux nouvelles exigences. On parle beaucoup de l'industrialisation du continent, de la modernisation des services, mais au-delà du transfert des technologies, les ressources humaines qualifiées semblent manquer sur le marché de l'emploi. Donc avec nos invités du jour, on fait l'état des lieux des systèmes de formation supérieure en Afrique et on analyse les offres et les demandes d'emploi qui animeront le marché professionnel dans les prochaines années. Docteur Eddy Nyapia, vous êtes le fondateur de l'Institut No et Polytechnique. Merci d'être avec nous. Merci. Et avec vous ici en studio, Dr Kwame Ousou, vous êtes responsable de l'Université Clairefontaine. Merci d'être avec nous. Merci, à vous aussi. Alors, messieurs, on parle de l'enseignement supérieur en Afrique. Quel état des lieux on peut faire de prime abord? Ok, l'enseignement supérieur, c'est le top, c'est-à-dire que c'est l'arrivée. Mais je vais donner peut-être deux ou trois chiffres pour que nous puissions mieux nous comprendre. Lorsque vous prenez le rapport de la Banque mondiale sur les perspectives d'emploi jeune en Afrique, chaque année en Afrique, nous avons 12 millions de diplômés qui sortent des universités et grandes écoles pour 3 millions d'emplois disponibles. Donc ça veut dire que de façon structurelle, chaque année, on a soit 9 millions de chômeurs ou 9 millions d'emplois à créer. En Côte d'Ivoire, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, nous avons 300 000 diplômés par an. 300 000 diplômés pour 30 000 emplois disponibles et le secteur formel et le secteur privé. Donc ça fait un déficit de 270 000 emplois à créer chaque année. Je donne juste ces chiffres pour qu'on puisse mieux se comprendre sur le défi. Actuellement, nous avons près de 3 000 docteurs au chômage, donc ça veut dire qu'il y a crise. La crise apparaît lorsque ceux qui souffrent refusent de se taire. Alors, on reviendra sur cet élément vraiment fondamental qui s'est passé récemment en Côte d'Ivoire. Alors, docteur Kwame Ousou, vous, comment est-ce que vous analysez? Est-ce que vous dressez ce même portrait de l'enseignement supérieur en Afrique? Oui, merci beaucoup. Je crois que j'ai eu la possibilité de côtoyer une chef d'entreprise qui est venue chez nous à Clairefontaine et elle a même donné presque les mêmes chiffres, mais elle a majoré un peu. Elle dit que selon un discours du Premier ministre dernièrement, Patrick Haché, il y a 400 000 diplômés ivoiriens, tous secteurs, toutes les universités confondues qui viennent frapper aux portes de l'emploi en Côte d'Ivoire chaque année. Et l'État ne peut prendre en charge que 30 000. Ça veut dire qu'il y a au moins 270 000 diplômés, comme il vient de le dire, qui attendent d'être insérés. Donc, je pense que je vais un peu dans le sens qu'il a dit. C'est une situation, si on y prend garde, ça va devenir encore plus une catastrophe. Peut-être que la crise que nous avons vécue ne sera rien à côté de ça. Alors, quelque chose me revient. Quand on parle de ces chiffres et de ce déficit, il y a une question. Est-ce qu'il n'y a pas ce volet anticipation? Quand même, nos autorités devraient anticiper sur ces diplômés qui allaient sortir pour ouvrir en tout cas. Oui, ça, moi je pense que ça peut faire partie des perspectives, des solutions. Voilà, je pense que comme on est un peu dans le contexte, l'état des lieux, je pense que voilà, sinon on va évoquer ça. Normalement, donc, oui. On y reviendra tout à l'heure, mais parlons aussi de cette formation justement au niveau du supérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique a vraiment les infrastructures nécessaires, le personnel nécessaire au niveau de l'enseignement supérieur? Le personnel est là, mais je vais peut-être revenir sur les perspectives, c'est-à-dire l'anticipation. Pour anticiper une crise, il faut reconnaître les signes. Pour reconnaître, il faut d'abord connaître. Le monde est à sa 4e révolution. La première révolution, c'était la révolution agraire où il fallait avoir beaucoup de terres cultivables. La deuxième révolution, ça a été la révolution industrielle, où il fallait former les gens qui allaient travailler dans les usines. La troisième révolution a été la révolution informatique, où l'informatique est venue impacter tout ce qui est compétences. Aujourd'hui, nous sommes à la révolution numérique. Nos écoles sont encore à la 2e révolution. Là, nous sommes à la 4e révolution, donc de façon systémique et structurelle. Tant que nous allons former des personnes sur les modèles de la 2e révolution, c'est-à-dire des métiers clés, nous ne pourrons pas nous en sortir. Donc c'est ce qu'il y a comme décalage entre là où nous sommes et là où le marché de l'emploi est. Oui, je voudrais rebondir là-dessus pour dire que tout à l'heure vous avez évoqué le thème crise. En fait, dans votre introduction, vous avez dit comme ça que depuis 2 décennies, mais en fait c'est depuis 3 décennies en fait, depuis 90 que l'école ivoirienne essaie de trouver des solutions, essaie d'imaginer des solutions au pied levé à des problèmes purement structurels en fait. C'est-à-dire que, comme le docteur vient de dire, si on doit trouver des solutions, il faut pouvoir reconnaître le problème et puis essayer de le résoudre en l'anticipant. Mais généralement, ce n'est pas ce qui se passe. D'abord,
on doit faire face peut-être à la massification. Aujourd'hui, il y a plein d'étudiants qui rentrent à l'université. Dès qu'ils ont le bac, la première des choses, c'est de vouloir s'inscrire à l'université. Et comme l'État aussi veut donner la chance à tout le monde, on essaie de les dispatcher comme on peut. Dernièrement, on a eu une rencontre avec le ministre, il dit comme ça que l'État, je dirais que les universités publiques sont saturées en fait. Ce qui fait qu'on ne peut pas respecter le choix des étudiants. D'abord, ça fait un. Donc, côté infrastructure, il y a problème. Côté équipement, il y a problème. Côté financement, il y a problème. Donc, ça veut dire que d'une façon comme d'une autre, l'enseignement supérieur en Afrique est en crise. D'abord, crise qui est peut-être même alimentée par le manque de soutien de l'État et aussi des bailleurs de fonds, parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné que l'enseignement supérieur est un peu comme un luxe en fait. On préfère investir dans l'école primaire, l'école secondaire, parce qu'on sait qu'à partir d'un certain moment, l'individu, une fois qu'il a acquis une certaine capacité de littéralité, il peut pouvoir trouver un emploi, s'en sortir et tout. Donc l'enseignement supérieur est devenu un peu comme le parent pauvre, voilà, qu'on ne finance pas. Malheureusement, même la gouvernance dans ces universités n'a pas cherché d'autres sources de financement. Donc, on est obligé de faire le peu qui est là, le surplace, de sorte que, comme il a dit au départ ici, on parle de TD, mais en fait, c'est tous des cours magistraux, en fait. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est vraiment difficile d'encadrer les étudiants, de les suivre et de savoir qui fait quoi, qui a tel problème, qui ne va pas réussir, qui va réussir, etc., etc. Donc, c'est tous ces problèmes-là. Si on doit arriver à quelque chose, c'est tout ça qu'on doit mettre sur la table, en fait. Et justement, c'est ce qu'on essaie de mettre sur la table ici. Donc, quand on regarde un peu tous ces problèmes, en tout cas ces déficits dont vous parlez, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, au risque de me tromper, que ceux qui ont été formés jusqu'à présent ne pourront pas répondre aux demandes du marché de demain? Malheureusement, pas seulement demain, même le marché d'aujourd'hui. Le système LMD a été adopté en 1999. Pour répondre bien entendu à des déficits structurels dans le fonctionnement et surtout pour s'adapter au marché de l'emploi. En Côte d'Ivoire, nous avons adopté le LMD en 2012. Mais lorsqu'on prend les critères du LMD, l'entrepreneuriat est obligatoire dans le système. Lorsque vous prenez le rapport d'analyse situationnelle de l'enseignement supérieur qui a été publié en 2018, il est clair, il a dit clairement que l'entrepreneuriat doit être obligatoire dans tous les secteurs de formation. Pourquoi ? Parce que l'État ne peut pas tout faire. L'entrepreneuriat va développer la déduction logique, la capacité d'autofinancement, la capacité de structurer un problème et d'en faire une opportunité d'emploi. Tout ce que nous formons actuellement, c'est des demandeurs d'emploi. Et au moment d'être économiquement actifs, on leur demande d'être des créateurs d'emploi. Ce n'est pas une surprise. Il y a une logique, il y a un paradigme de demandeurs d'emploi qui est contenu dans le système actuel. Donc lorsqu'ils arrivent sur le marché de l'emploi, ils ne peuvent pas eux-mêmes créer. Ils ne peuvent pas produire, ils ne peuvent pas générer de la valeur. Ils sont dans l'attentisme d'un poste. Et vous prenez tout ça sur au moins 2 ou 3 générations. Et quand vous... oui, je vous laisse réagir d'abord avant de poser ma question. Allez-y. Et là, ce qu'il a dit est très intéressant parce qu'en fait, le LMD est venu un peu corriger un peu cette distorsion-là. C'est-à-dire que l'enseignant se contente seulement de bourrer l'étudiant de connaissances. On veut que l'étudiant intervienne dans lui-même sa formation, de sorte que lorsqu'il aura fini, il aura acquis une certaine autonomie. Et quand il parle d'entrepreneuriat, en fait, quand vous allez voir les maquettes, il y a l'entrepreneuriat dedans. Le problème qui se pose, c'est que c'est les mêmes enseignants-là qui enseignent ce cours d'entrepreneuriat comme des chercheurs aussi. Alors que le LMD dit clairement qu'il faut faire intervenir le secteur productif. Ça dit, un chef d'entreprise, quand il se lève le matin, il respire entreprise, il compte entreprise. Donc c'est avec ce genre d'individus, avec ce genre d'acteurs-là, que les universités publiques, du moins, doivent collaborer et coopérer, afin qu'ils partagent leurs expériences, ils viennent inspirer aussi les étudiants. Mais malheureusement, ces cours existent, mais c'est fait par les mêmes enseignants. Voilà. Alors, c'était un peu là la question que j'allais poser parce qu'on a vu un peu dans les maquettes justement des étudiants, il y a ce volet entrepreneuriat, mais quand on le rapproche à l'informatique, on va regarder dans nos établissements même supérieurs aujourd'hui, quand on nous parle d'informatique, le module qui est toujours mis en avant, c'est initiation à l'informatique. Initiation à l'informatique. Et nous sommes aujourd'hui en 2022 et quand vous ouvrez les manuels, ce ne sont que des initiations à Word, à Excel. Est-ce que c'est de cela on a besoin pour demain?
Dans d'autres pays, ils sont au niveau du développement des applications, développement de programmes. Nous, on en est encore à l'utilisation, à l'initiation à Word et Excel. Lorsque vous prenez les ODD, les objectifs de développement durable, à partir du CEPE, c'est-à-dire en fin de cycle élémentaire, primaire élémentaire, l'élève doit être capable de copier-coller, cliquer, utiliser une disquette. Déjà à partir du CEPE. Ça, c'est les ODD. Donc, si on doit faire l'initiation à l'université, où est le retard? Pourquoi? C'est toujours par rapport au marché de l'emploi. Une maquette, un enseignement, ce n'est pas un mot. Non, il y a la clé d'activation d'une compétence. Lorsque vous avez le diplôme, lorsqu'on vous donne l'information, vous avez le savoir. Mais à côté du savoir, il faut le savoir-faire. Après le savoir-faire, il faut le savoir-faire faire. Lorsque vous savez faire, il faut savoir dire. Après, il faut faire valoir. Lorsque l'étudiant arrive en fin de cycle universitaire, il n'est qu'au niveau du savoir. C'est-à-dire les 6 autres paliers de la compétence pour produire, il n'en a pas. Donc, on est très loin de ce qui doit être fait. Je sais faire Word et Excel, mais qu'est-ce que j'en fais? Donc, aujourd'hui, le défi, c'est ceux qui décident. Si celui qui décide n'a pas une vision futuriste, n'a pas une compétence futuriste de ce qui doit être fait, il va décider en fonction de ses connaissances. Nul ne peut agir au-delà de ses connaissances. Or, cette décision va s'appliquer au plus grand nombre. Et tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous avons entre 10 et 20 ans de retard sur le marché de l'emploi, qui est un marché qui est bien structuré, avec des compétences, avec des besoins, avec des opportunités. Seulement, ceux que nous formons n'ont pas les compétences pour saisir ces opportunités. L'AFD et le CREMIDS ont mené une étude sur l'université de Cocody. 80% des diplômés de cette université ont des compétences inutilisables sur le marché actuel de l'emploi. C'est comme si je prends un ancien billet de 10 000 francs. C'est vrai, c'est 10 000, mais c'est un ancien billet et je vais aller acheter quelque chose sur le marché actuel. J'aurai beaucoup de billets, mais malheureusement, personne ne voudra m'offrir quelque chose. Voici la situation dans laquelle nous sommes. Donc c'est un peu le paradoxe du marché de l'emploi, de la formation au niveau de l'enseignement supérieur. Oui. Mais aussi quand on regarde cela, vous, acteurs, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? C'est vrai que je voulais attendre un peu, mais qu'est-ce qu'on pourrait proposer aujourd'hui pour permettre de corriger cet état de fait-là? Parce que je me permets de poser cette question parce que récemment, on a vu en Côte d'Ivoire 3000 enseignants-chercheurs qui sont au chômage, alors qu'on voit qu'il y a des universités qui sont en train d'être construites, qui auront besoin d'enseignants, de formateurs là-bas, et ces enseignants-chercheurs, ils sont au chômage. On a des établissements où on pourrait les insérer, mais on trouve qu'ils ne sont pas adaptés. Vous, qu'est-ce que vous auriez proposé à part ces 3000 dans le cadre général? Comment orienter la formation de demain? Merci beaucoup pour la question. Je pense que je corrigerai légèrement le chiffre. On parle même de 4000, hein, au lieu de 3000, c'est justement ce qui apparaît en fait. Sinon, c'est plus que ça. Et je suppose que cette année, ça va augmenter parce que les doctorants sont toujours en train de soutenir en fait. Donc, je pense que le problème, je reviens un peu à ce que moi je dirais, moi j'appellerais peut-être le développement professionnel de l'étudiant. C'est pas quand l'étudiant a déjà fini. Tout à l'heure, le docteur a dit comme ça que à travers l'étude qui a été menée par l'AFD et le CREMIDS, il y a 80% d'étudiants qui ont des compétences inutilisables sur le marché de l'emploi. En fait, ça part du fait que en première année déjà, beaucoup d'étudiants ne savent pas ce qu'il faut faire. D'abord, il y a l'orientation qui a été mal faite et même quand ils sont dans une filière, ils ne savent pas concrètement ce qu'ils peuvent faire avec. Personne ne se pose la question de savoir, même je suis en train peut-être d'étudier la linguistique, mais il y a quoi au bout? Qu'est-ce que ça va me donner? Donc, ça, je le dis toujours à mes étudiants, ça, ce n'est pas l'État qui doit le faire. C'est chaque individu qui doit s'asseoir, comme il a dit tout à l'heure, il faut se connaître. Il faut savoir ce qu'on vaut, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut apporter. Ça, c'est une réflexion qui doit être purement personnelle. L'État ne peut rien faire pour ça. Et là même, j'accuse un peu l'État de ne pas pouvoir dire la vérité aux gens pour dire que lorsque vous finissez, je ne peux pas employer tout le monde. Il faut que déjà, peut-être à partir de la première année, on trouve des voies et moyens d'insertion, peut-être intermédiaires, ou bien même tout le monde n'est pas obligé de faire le doctorat, parce qu'il y a telle chose qu'il peut faire entre-temps. Donc, je dirais que en première année, déjà, l'étudiant doit prendre conscience de cette réalité que le marché de l'emploi est devenu encore plus compétitif et qu'aujourd'hui, on forme les gens par rapport à des compétences qu'on peut vendre. Et non, j'ai appris telle ou telle matière. Par exemple, la dernière fois, je disais à un étudiant, présente-toi dans le cadre d'un pitch. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Je suis un chef d'entreprise que tu veux convaincre.
Il me dit non, j'ai un master en sociologie. J'ai dit mais ça se traduit par quoi? Moi je ne sais pas, le master en sociologie c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que tu peux m'apporter avec tes 10 doigts? Donc là, je pense que déjà, si même pendant la formation, il y a des séminaires comme ça, il y a des ateliers où l'étudiant déjà commence à prendre conscience d'un certain nombre de réalités pour dire que le monde de l'emploi est complètement différent du monde dans lequel il se trouve à l'université. Je pense que si toutes ces petites actions-là mises ensemble de bout en bout, je pense que déjà, ça va commencer à le préparer à son futur rôle. Donc c'est un peu ce que je peux dire. La question de l'orientation de... Oui, merci. Je vais peut-être donner l'exemple de comment est-ce que nous fonctionnons à Noé Polytechnique. Tout étudiant qui arrive fait d'abord un bilan de compétences opérationnelles et un bilan de personnalité. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tes capacités, tes réflexes, tes expériences permettent de faire ça? Si c'est oui, on te laisse continuer. Si c'est non, on te comble. Deuxième élément, l'auto-emploi. L'auto-emploi, c'est un système. C'est vrai qu'on demande aux gens d'entreprendre, mais entreprendre, ce n'est pas que le mot. Il y a un écosystème qu'il faut mettre en place. Dès la première année, il faut déjà commencer à structurer son idée dans une matrice d'affaires. Apprendre à se mettre ensemble. Mais mieux, mettre en place un système de production d'idées, un système de financement. Chaque université doit être dotée d'un incubateur. À notre sein, nous avons un incubateur. Mais ce n'est pas tout. Il faut, d'un point de vue structurel et d'un point de vue étatique, accorder une exonération d'impôts d'au moins 3 ans aux entreprises qui sont créées par ces jeunes. Pourquoi? Une étude de la Banque mondiale a révélé qu'au bout de 3 ans, 90% des entreprises mouraient. Donc, le temps d'incubation doit être de 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il faut une exonération d'impôts avec un statut, par exemple, de l'étudiant entrepreneur. Dans un système également de management territorial, il faut qu'au moins 10% des marchés publics soient accordés à ces jeunes entreprises qui ont été créées pour les rendre viables, pour qu'elles puissent se structurer et travailler. Mais mieux, il faut une loi anti-faillite. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il faut une loi anti-faillite, un fonds anti-faillite. Parce que pour réussir en entreprise, il faut échouer. Or, si on ne me donne pas la possibilité d'échouer, je ne peux pas tester et renforcer mon idée. Donc, test des personnalités, formation pointue et transversale. Parce que pour entreprendre, il faut connaître le management, la comptabilité, le marketing, la vente, la logistique, l'économie des marchés, etc. Donc, ce n'est pas qu'un mot, c'est un système. Et si l'État arrive à exonérer d'impôts peut-être de 70%, pas 100%, sur 3 ans, ça va leur permettre de structurer et de modéliser leurs actions. Mais mieux, il faut leur accorder un quota des marchés publics, parce que c'est un investissement. Les 3000 docteurs qui sont au chômage, l'État a dépensé 64 milliards pour leur formation. C'est 64 milliards d'investissements dans un capital humain. Et ce personnel n'est pas productif. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une bonne graine, mais si le sol n'est pas fertile, la graine ne va pas germer. Si je prends une graine de maïs, que je dépose sur un goudron, ça ne va jamais. Pourquoi? Parce que le sol n'est pas fertile. Si je vous donne une machette et je vous demande de travailler dans ce studio, vous ne pourrez pas. Parce que ce n'est pas le lieu d'exercer la machette. Si je donne une serpillière à un jeune et je le mets dans un champ de maïs, il ne pourra rien faire. Donc il faut l'adéquation entre les outils qu'on met à votre disposition et l'écosystème dans lequel vous fonctionnez. J'explique de manière terre à terre parce que nous sommes dans une grave erreur permanente. Et cette crise de l'emploi que nous voyons, nous l'avons annoncée depuis 2012. À la page 14 de notre livre, le système éducatif que la Côte d'Ivoire mérite. Page 14, ils peuvent aller vérifier. Le chiffre de 3000 que nous avons va doubler d'ici 2025. Parce qu'on continue de soutenir de la même manière, d'étudier de la même manière, d'insérer de la même manière. Or, il y a une pression démographique qui n'attend pas. Chaque jour, il y a des naissances. À Bobo, on a 400 naissances par jour. Les écoles secondaires, c'est créé, mais par le haut, c'est fermé. 1. Incubateur, formation, fonds anti-faillite, fonds de financement, octroi de 10% des marchés publics, loi anti-faillite. Voici l'écosystème entrepreneurial que nous proposons pour la Côte d'Ivoire. Et vraiment, avec ce que vous avez déjà fait, vous avez l'expérience avec l'Institut Noé Polytechnique. On y reviendra pour voir comment essayer de vraiment vulgariser cela ou partager cette expérience. Mais parlons de l'intégration socio-professionnelle de ces jeunes étudiants-là. On voit qu'aux États-Unis ou même en Europe, on voit qu'il y a ce partenariat entreprise, école, enseignement supérieur. Est-ce que c'est le cas en Afrique ou c'est encore... Non, en tout cas, même si ça l'est, mais ce n'est pas formel en fait.
Moi, je suis à l'université Alassane Ouattara. Je sais que le président d'alors avait des partenariats avec, je crois, avec l'Académie de Belgique et tout, mais c'est des choses qui ne profitent certainement qu'aux enseignants eux-mêmes. C'est pas quelque chose qui est formalisé où on dit que lorsque l'étudiant a fini peut-être un cycle, on le prend pour aller dans telle structure, pour aller peut-être compléter son cycle ou bien compléter ses études. Non, c'est des choses qui n'existent pas formellement. Et nous, on se bat un peu pour que ce soit formel. Moi, j'appellerais ça la collaboration institutionnelle. Et je prends un exemple pratique. De par la petite expérience que j'ai des Nations Unies, je sais que c'est des institutions qui travaillent sur la base de projets. Tout à l'heure, il a parlé d'analyse situationnelle, d'analyse des besoins. Avant de lancer un projet, chaque fois, il faut faire une analyse des besoins. Et généralement, c'est ce genre de travail-là que nous faisons faire aux étudiants là, dans le cadre de leur mémoire, par exemple, ou bien même la thèse. Je me dis que si une université est vraiment motivée, elle peut rechercher ce genre de collaboration, de partenariat. Et lorsque ces institutions voudront faire ces études, on les confie aux étudiants. Et là, d'un côté, il y a un point focal au sein de l'institution, et de l'autre côté, il y a l'enseignant qui encadre aussi l'étudiant. Et moi, je suis toujours convaincu, parce que je suis tout le temps en contact avec les étudiants, je suis convaincu que si on donne ce genre d'opportunités aux étudiants, je pense qu'ils vont faire du très bon travail. Et peut-être, qui sait, ça va peut-être diminuer un peu les tensions à l'université. Parce que moi, je me dis que les enfants font du bruit parce qu'il n'y a pas de perspective. Ils se disent que même j'étudie là, c'est pour faire quoi? De toute façon, moi, je vais avoir mon diplôme et puis quitter ici. Même si je dois tricher pour l'avoir, il faut que je le fasse. Donc, je me dis que si on veut vraiment assainir un peu le contexte universitaire actuel et tout, et penser à demain, trouver des perspectives, c'est ce genre de voie-là qu'il faut explorer. Mais le problème, c'est que j'ai assisté à un séminaire, je crois, avec l'Institut Goethe, où ils ont invité un certain nombre de responsables politiques pour venir défendre les projets, surtout en matière d'insertion des jeunes. Ils ont souligné comme ça que ce genre de collaboration entre l'État et le secteur privé existe en fait. Mais seulement, le problème, c'est qu'à la base, les enfants ne sont pas bien formés en fait. Parce que là, il ne faut pas confondre emploi et employabilité en fait. Les enfants ne sont pas bien formés. Il y a un chef d'entreprise qui se plaignait, bon, moi je prends des étudiants, même un simple rapport, ils ne savent pas le rédiger. Si je te donne un rapport que je suis obligé de revenir dessus pour rédiger, mais pourquoi je n'aurai pas besoin de toi? Il faut que je le fasse. Donc moi je pense qu'à la base, on veut chercher à insérer les jeunes, mais en amont aussi, il faut chercher à bien les former, à ce qu'ils lisent beaucoup, à ce qu'ils apprennent, bon, à s'exprimer en public et tout, parce que là même c'est tout un problème partout en fait. C'est tout un problème. Un gros problème à résoudre, et avec en tout cas l'expérience de Noé Polytechnique en une minute, comment est-ce que vous, concrètement, vous fonctionnez à Noé Polytechnique? Quelles sont les différentes étapes? Ok, on prend les secteurs productifs, l'agriculture, tous les secteurs économiques, même ce qu'on appelle le secteur informel. Aujourd'hui, un de nos partenaires a une matrice de formalisation de tout ce qui est secteur informel en secteur formel. En réalité, le chômage n'existe pas. Vous prenez un étudiant en BTS gestion commerciale qui est au chômage, un étudiant en BTS finance comptabilité qui est au chômage. Or, à côté, il y a un mécanicien ou bien il y a une vendeuse qui n'arrive pas à vendre ses produits. Mais lorsque vous les mettez ensemble, ça fait une entreprise. Aujourd'hui, on a un mécanicien que nous avons formé niveau BEPC. Il emploie des BTS. Il a son garage, il a un conteneur où il vend des pièces détachées, et de l'autre côté, sa femme fait un restaurant. Il vient d'ouvrir un segment d'activité où il fait de la location des voitures. Il a le niveau BEPC. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la conscience économique et l'éducation financière. Il a le niveau BPC, il était mécanicien, on l'a formé au management. Il a la mécanique, il a une partie de visite, il a une partie de vente des pièces détachées, sa femme fait un commerce, et de l'autre côté, il fait les locations des voitures. Ses enfants sont dans les meilleures écoles à Yamoussoukro. Il est à Yamoussoukro. Donc ce n'est pas tellement le diplôme en tant que tel, mais la capacité de l'individu à détecter un problème et à le résoudre. Derrière chaque problème, il y a au moins 3 opportunités d'entreprise. Notre système est ce qu'on appelait le Problem Solving Educational System. Lorsque vous prenez le premier concours qui a été lancé par le jeune Mensa Bank, celui qui a rapporté ce concours de 50 millions de francs CFA vient de Noé Polytechnique. 50 millions de francs CFA. Le pitch, la capacité à convaincre et surtout le potentiel de percer de son entreprise dans la création d'emplois. Aujourd'hui, il est à Soubré. Il était un simple éleveur. Aujourd'hui, il a un restaurant où il vend le produit de ses élevages et il emploie des personnes. C'est ce qu'il nous faut.
Vous prenez une dame qui vend du porc à Yopougon, il faut créer un label, il faut labelliser. Vous avez fait du marketing. Il faut labelliser, créer de la valeur pour que ce soit une référence. Donc c'est cette capacité à créer de la valeur que nous donnons aux étudiants, peu importe leur secteur d'activité, ils peuvent créer. Et je vais vous donner un petit secret. Quelqu'un qui a fait lettres modernes, il peut créer une entreprise de révision des tests, de correction des textes. Imaginez le nombre de mémoires à corriger. Imaginez le nombre de thèses à corriger. Imaginez le nombre de masters à corriger. Mais c'est un marché. Donc c'est cette capacité à détecter le marché, à cette capacité, cette conscience de l'économie de marché. C'est ce que nous donnons à nos étudiants. 90% de nos étudiants sont soit créateurs d'emplois, ou bien sont employés au moins 6 mois avant la fin de leur formation. Un BTS en ressources humaines et communication, le premier jour de son stage, a été conseiller du DG. Pourquoi? Parce qu'au cours d'une réunion de direction, tout le monde était en train de parler de problèmes et en une phrase, il a résolu les problèmes. Donc, il ne faut pas seulement décrire les problèmes. Ça, c'est pas bon. On souffre. Non, mais qu'est-ce qu'on propose? Lorsque vous fonctionnez, vous habitez votre cerveau à résoudre les problèmes ne deviennent qu'une opportunité en fait. Et c'est un état d'esprit que nous développons chez nos étudiants. Zéro chômage chez nous et les preuves sont là. Un état d'esprit, et c'est sur ce mot vraiment que je veux conclure cette émission. Donc il faut un mindset, un nouveau mindset, en tout cas au niveau de l'enseignement supérieur, d'abord au niveau des étudiants eux-mêmes, prendre conscience de leurs compétences, de leurs potentialités, et surtout de là où ils veulent arriver, et aussi de nos autorités pour pouvoir anticiper et encadrer cet enseignement, ces formations pour répondre aux défis de l'avenir. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission consacrée à l'enseignement supérieur en Afrique. Merci de nous avoir suivis et agréable suite au programme sur nos antennes. Merci.